Bonjour à tous. Alors tout d'abord, je voudrais vraiment remercier les organisateurs de cette très belle journée. Non seulement de m'avoir invité, mais surtout d'avoir eu cette initiative qui, effectivement, dans le contexte actuel, est courageuse. Et parce que je crois que c'est particulièrement nécessaire, puisqu'en plus nous avons les ressources à l'Université Paris-Cité, d'avoir des regards croisés dans les différentes sciences sociales sur la question de la Palestine. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup de plaisir à introduire cette table ronde et à me trouver, je dois le dire, dans cette table ronde avec ma doctorante, Inza Frezaghi, qui, du point de vue des juristes de droit international français, est la spécialiste de la Palestine aujourd'hui. Et donc, c'est aussi un plaisir de partager, je l'espère seulement pour la première fois, cette table ronde avec vous. Alors, je ne vais pas du tout monopoliser la parole, peut-être dire seulement deux mots, l'un qui fait écho au mot introductif. Parce que ce que je dis toujours à mes étudiants, c'est que les juristes, bien sûr, sont d'abord des techniciens, des artisans, si on veut, c'est plus beau que technicien d'ailleurs, qui doivent connaître les règles principales, le langage du droit. Mais en réalité, je dis toujours aux étudiants qu'ils ont raté quelque chose, quel que soit le cours, si à aucun moment ils se posent la question de la justice. Et où est la justice dans tout ça ? Parce qu'on peut être un très bon technicien, mais si on ne se pose pas cette question-là, je crois qu'on est passé largement à côté de ses études. Et donc, je crois que ça fait écho à ce qui a été dit, même si ce n'était pas forcément dans le même domaine au début. Alors, que nous dit le droit international ? Le droit international, il répond bien, en réalité, à cette table ronde, c'est-à-dire, effectivement, la situation des territoires palestiniens, qu'il s'agisse de la Cisjordanie ou de la bande de Gaza, et celle d'une occupation militaire. La Cour internationale de justice nous l'a dit très clairement. Elle est à nouveau saisie en ce moment même d'une demande d'avis consultatif pour préciser les obligations d'Israël en tant qu'État occupant des territoires palestiniens. Et donc, c'est un cadre, comme cela va vous être expliqué, assez clair de ce point de vue-là, bien qu'évidemment débattu. Mais surtout, on va ouvrir le regard et on va voir quels sont les effets de cette occupation sur la population, notamment sur certaines parties de la population, sur le travail des personnes qui se trouvent évidemment sur place. Et donc, on verra ça de façon beaucoup plus large. Alors, on peut procéder dans l'ordre, effectivement, qui est prévu ici. Simplement, je me permets, en tant que modératrice, et parce que les organisateurs me l'ont demandé, de rappeler aux intervenants, s'il vous plaît, de vous en tenir à 15 minutes, les 15 minutes prévues, tout simplement pour laisser le temps de la discussion à la fin. Et je demanderai aux personnes qui posent des questions, s'il vous plaît, d'être brèves aussi, afin de donner la possibilité à la majorité des personnes présentes d'intervenir si elles le souhaitent. Donc, je laisse tout de suite la parole à notre première intervenante, Inza Frezaghi, qui est donc doctorante ici même à l'Université Paris-Cité, chercheuse associée à l'Institut français du Proche-Orient, et qui va nous parler du cadre, des règles et des mécanismes juridiques applicables et mobilisés dans le contexte de l'occupation. Merci. Merci beaucoup. Vous m'entendez ? Non ? Et là, c'est bon ? Okay. Merci beaucoup. Un grand merci effectivement à... Comme ça, vous m'entendez mieux ? Ok, super. Un grand merci au professeur Sarah Casella, donc ma directrice de thèse, de modérer ces échanges ce matin. Je suis ravie de pouvoir échanger avec Assia, Taher et Souhad de ce sujet. Je vais essayer d'être brève, même si c'est un sujet qui pourrait être évoqué pendant des heures. Je vais, dans une première partie, revenir sur la qualification effectivement juridique du conflit israélo-palestinien. Je sais que c'est un vrai débat entre les politistes et les juristes sur la qualification. Côté sciences politiques, on n'emploie pas tellement le terme de conflit armé international, alors que nous, en droit international, on le qualifie ainsi parce que ça permet de déclencher un certain nombre de règles et de protections pour les populations qui sont placées sous l'occupation de la puissance occupante. Et dans une seconde partie, je reviendrai sur les mécanismes juridiques qui sont actuellement mobilisés par l'autorité palestinienne et ses alliés, à la fois devant la Cour pénale internationale et devant la Cour internationale de justice.
Alors, il est vrai que donc en droit international, la situation en Palestine-Israël est un conflit armé international. Le conflit armé international désigne soit les conflits armés qui opposent de manière classique deux ou plusieurs États, soit les cas d'occupation militaire du territoire d'un État et les guerres de libération nationale. Le paragraphe 1 de l'article 2 de la 4e Convention de Genève stipule, je cite, « La présente convention s'appliquera en cas de guerre déclarée ou de tout autre conflit armé surgissant entre deux ou plusieurs des hautes parties contractantes, même si l'état de guerre n'est pas reconnu par l'une d'elles. » Et le paragraphe 2 du même article précise « La Convention s'appliquera également dans tous les cas d'occupation de tout ou partie du territoire d'une haute partie contractante, même si cette occupation ne rencontre aucune résistance militaire. » Israël a ratifié cette 4e Convention de Genève en 1951, la Palestine en 2014. Israël conteste son applicabilité de jure sur le territoire, au territoire palestinien, sous prétexte que l'article 2, paragraphe 1, précise que la dite convention s'appliquerait seulement en cas d'occupation de territoire relevant de la souveraineté d'un autre État contractant. Or, pour Israël, la Palestine n'est pas un État. Néanmoins, la Cour internationale de justice, en 2004, dans l'affaire du mur, s'appuie sur le paragraphe 2 du même article, qui stipule donc que la Convention s'applique à tous les cas d'occupation militaire. Pour la Cour, ce paragraphe n'a pas pour objet de limiter le champ d'application de la Convention. Donc celle-ci s'applique même sur les territoires ne relevant pas de la souveraineté de l'un des États parties à la Convention. Elle a une interprétation extensive de l'application des règles de la Convention, afin de refléter, dit-elle, la volonté des rédacteurs qui visaient à protéger les civils se trouvant sous le contrôle d'une puissance occupante. Depuis, la question se pose moins, la Palestine ayant ratifié les 4 conventions de Genève et ses protocoles additionnels entre avril 2014 et janvier 2015. En somme, Israël occupe militairement le territoire palestinien depuis juin 1967 et la guerre des 6 jours. Et à l'issue de cette guerre, le Conseil de sécurité des Nations Unies adopte la fameuse résolution 242, dans laquelle il souligne, je cite, « l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la guerre » et demande le retrait des forces armées israéliennes des territoires occupés. L'organe onusien précise que les Palestiniens ont le droit de vivre en paix à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, à l'abri de menaces ou d'actes de force. Depuis 1967, le Conseil de sécurité va à plusieurs reprises exiger qu'Israël, en tant que puissance occupante, cesse son occupation du territoire palestinien et de tous les territoires arabes occupés, dont le plateau du Golan syrien et le Sinaï égyptien. Le statut de puissance occupante pour Israël est rappelé également par l'Assemblée générale des Nations unies, qui adopte chaque année une résolution appelant à l'autodétermination du peuple palestinien, et donc la CIJ, en 2004, déjà qualifiait le territoire palestinien, y compris la bande de Gaza, de territoire occupé. La poursuite de l'occupation militaire israélienne entrave directement le droit à l'autodétermination du peuple palestinien. Ce droit est un des buts de l'Organisation des Nations Unies, dans son article 4, paragraphe 2. De nombreux autres textes conventionnels y font référence, auxquels Israël et la Palestine sont parties, le pacte international relatif aux droits civils et politiques et le pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels de 1966. La Cour internationale de justice rappelle pour sa part que ce droit est un des principes essentiels du droit international contemporain et qu'il est opposable erga omnes, c'est-à-dire qu'il est opposable à l'ensemble de la société internationale. En droit international, le droit à l'autodétermination, il est pleinement réalisé si l'un des 3 objectifs suivants est mis en œuvre, soit le territoire non autonome est devenu un État indépendant et souverain, soit ce territoire s'est librement associé à un État indépendant, ou soit le territoire s'est intégré à un État indépendant. Dans le cas de la Palestine, c'est la première option qui a été retenue, celle d'un État de Palestine souverain, viable et contigu sur les lignes de 1967. En somme, le droit à l'autodétermination, qui est un des principes majeurs des processus de décolonisation, a des conséquences en cas de maintien d'une occupation militaire, dont le fait que le territoire en question ne peut pas être annexé. En 2004, la CIJ reconnaît que les Palestiniens, en tant que peuple, ont le droit à l'autodétermination, précisant que toute action contre la préservation de l'unité, de la continuité et de l'intégrité du territoire palestinien constituerait alors une violation du droit à l'autodétermination du peuple palestinien. En ce sens, la poursuite et l'intensification de l'occupation, qui s'ajoutent à des politiques de colonisation,
entrave la possibilité d'établir un État de Palestine viable et contigu, avec Jérusalem-Est pour capitale. La colonisation est contraire au droit international, en particulier à l'article 49 de la 4e Convention de Genève, qui stipule, je cite, « La puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d'une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle. » En 2016, dans une résolution, le Conseil de sécurité rappelle que la politique et les pratiques d'Israël consistant à installer des éléments de sa population et de nouveaux immigrants dans ces territoires constituent une violation flagrante de la Convention de Genève. L'article 8 du statut de Rome qualifie, lui, les politiques de colonisation de crimes de guerre. Pour rappel, en janvier 2022, il y avait près de 500 000 colons en Cisjordanie et 220 000 à Jérusalem-Est, contre 3 200 000 Palestiniens. Aujourd'hui, les colons israéliens représentent 13,8% de la population totale de Cisjordanie. Et depuis le début des années 2000, la colonisation a augmenté de 222%. La qualification juridique donc d'occupation militaire est importante car elle permet le déclenchement de l'application d'un corpus de règles juridiques, notamment du droit international humanitaire, afin d'apporter une protection aux populations civiles placées sous occupation. Il s'agit par exemple, pour la puissance occupante, de garantir l'acheminement de l'aide humanitaire et de tout vivre indispensable à la survie de la population occupée. Deuxième partie maintenant sur les mécanismes juridiques qui sont actuellement mobilisés. Depuis 2004, l'autorité palestinienne elle déploie une stratégie multilatérale qui vise à recourir aux organisations internationales afin de parvenir à la reconnaissance internationale d'un État de Palestine. Les organisations internationales, en tant que sujet du droit international, ayant aussi la capacité de reconnaître un État. L'autorité palestinienne vise 3 objectifs avec cette stratégie. Premièrement, faire condamner et mettre un terme à l'occupation militaire. Deuxièmement, remettre la question palestinienne à l'agenda international. Et enfin, renforcer la légitimité de la présence palestinienne dans ces organisations internationales et démontrer sa capacité à agir comme un État. Cette stratégie, c'est le résultat de l'échec du processus d'Oslo et de tous les processus politiques des dernières décennies, mais aussi d'un contexte politique palestinien particulier dans les années 2000, fin de la seconde intifada, arrivée de Mahmoud Abbas au pouvoir à la tête de l'OLP, les élections législatives de 2006 qui ont abouti à la prise de pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza. Et donc, cette situation contraint l'autorité palestinienne à viser à la fois un objectif international, la reconnaissance de l'État de Palestine, et un objectif national qui est la légitimation de son pouvoir. Ce processus de juridicisation passe par le recours à la Cour pénale internationale et à la Cour internationale de justice. Sur la Cour pénale internationale d'abord et très rapidement, la CPI, c'est une organisation internationale qui est chargée de juger des individus accusés de crimes internationaux, génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'agression, au regard du statut de Rome qui a été signé en 1998. La CPI ne juge pas des États, elle établit des responsabilités pénales individuelles, et actuellement 124 États sont membres. L'autorité palestinienne investit pour la première fois la CPI en 2009, à la suite de l'opération, la nouvelle guerre menée par l'armée israélienne à Gaza. 3 jours après le cessez-le-feu, l'autorité palestinienne dépose une déclaration de reconnaissance de la compétence de la Cour pénale internationale et demande l'ouverture d'une enquête. Le procureur d'alors, Moreno Ocampo, va mener à bien un examen préliminaire et va décider à l'issue de son examen en avril 2012, qu'il n'est pas compétent pour ouvrir une enquête dans la situation en Palestine, et cela en raison de l'absence, dit-il, de clarification du statut étatique de la Palestine. Il demande à l'autorité palestinienne d'aller clarifier son statut, notamment à l'Assemblée générale des Nations unies, ce que fait la Palestine, en obtenant le 29 novembre 2012 le statut d'État non-membre observateur à l'Assemblée générale. Les conséquences juridiques de ce statut sont très concrètes. Depuis 2012, la Palestine peut adhérer à tous les traités et à toutes les organisations internationales qui ont pour dépositaire le secrétaire général des Nations unies, ce qui est le cas du statut de Rome. Et donc, en 2015, la Palestine dépose une déclaration acceptant la compétence de la CPI, et le 1er avril 2015, elle devient le 123e État partie à la Cour. Entre-temps, un examen préliminaire est ouvert par la procureure de l'époque, Fatou Bensouda, qui, en 2019, annonce, je la cite, que tous les critères définis dans le statut de Rome pour l'ouverture d'une enquête étaient remplis
et qu'il y a une base raisonnable de croire que des crimes de guerre ont été commis ou sont en train d'être commis en Cisjordanie, incluant Jérusalem-Est et la bande de Gaza, par des dirigeants israéliens et des dirigeants de groupes armés palestiniens. Cependant, au regard du caractère, dit-elle, unique de la situation, elle demande au juge de la Chambre préliminaire 1 de se prononcer sur la compétence territoriale de la Cour, ce que font les juges en 2021, affirmant que la Palestine comprend bien la Cisjordanie, Jérusalem-Est et la bande de Gaza. L'ouverture officielle de l'enquête démarre donc le 3 mars 2021. Cependant, avant le 7 octobre, entre 2021 et le 7 octobre, aucune réelles avancées dans l'enquête n'ont eu lieu, faisant craindre une dépriorisation du dossier par la Cour. C'est la séquence qui s'est ouverte le 7 octobre qui a relancé le dossier palestinien auprès de la CPI. Et le 20 mai dernier, le nouveau procureur Karim Khan demande l'émission de mandats d'arrêt contre notamment le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense Yoav Gallant, ainsi que contre 3 responsables du Hamas. Ils sont accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Pour les dirigeants du Hamas, il s'agit de la prise d'otages notamment. Et je vais y revenir pour les dirigeants israéliens, il s'agit des opérations militaires en cours depuis le 8 octobre, le procureur mettant de côté le dossier de la colonisation actuellement en cours en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Les charges invoquées sont assez lourdes, concernant notamment les 2 dirigeants israéliens. Ils sont accusés d'affamer délibérément des civils, de causer intentionnellement de grandes souffrances, de porter gravement atteinte à l'intégrité physique et à la santé des Palestiniens, de leur causer des traitements cruels, d'avoir recours à l'homicide intentionnel et au meurtre, à l'extermination et au fait d'affamer des civils ayant entraîné leur mort. Pour le procureur, les crimes contre l'humanité commis par les dirigeants israéliens s'inscrivent, je cite, dans le prolongement d'une attaque généralisée et systématique dirigée contre la population civile palestinienne dans la poursuite de la politique d'une organisation. C'est la définition du crime contre l'humanité. Il s'appuie, Karim Khan, sur notamment le siège complet qui est imposé aujourd'hui à Gaza par les entraves à l'accès à l'eau, à la nourriture, aux médicaments, à l'aide humanitaire et aussi au recours systématique à la famine infligée aux Palestiniens comme une punition collective. Il précise enfin que ces 2 personnes sont les personnes portant la plus lourde responsabilité dans cette situation. Désormais, il appartient au juge de la Chambre préliminaire 1 de confirmer ou non les mandats d'arrêt, donc d'émettre ou non les mandats d'arrêt. Ils peuvent aussi tout à fait retirer certaines charges qui sont demandées dans les requêtes du procureur. Enfin, très rapidement, sur la Cour internationale de justice, je ne reviens peut-être pas sur la question, le dossier en cours entre l'Afrique du Sud et Israël, mais on pourra peut-être y revenir dans les questions. Mais comme le sujet est la question de l'occupation militaire, je vais revenir tout d'abord sur l'élément fondateur du recours à la CIJ par l'autorité palestinienne, qui intervient en 2004 avec l'avis consultatif qui a été rendu dans le cadre de la construction d'un mur de séparation par Israël qui empiète largement sur le territoire palestinien. C'est la première fois qu'une juridiction internationale établit le cadre juridique inhérent à ce conflit armé international, qu'elle se prononce sur l'absence d'un droit à la légitime défense pour une puissance occupante sur un territoire qu'elle occupe, mettant en exergue le droit du peuple palestinien à l'autodétermination, rappelant les principes pertinents, notamment du droit international humanitaire, et fixant les obligations juridiques qui incombent aux parties et à l'ensemble de la société internationale. Si cet avis n'a pas de force juridique contraignante, il n'en reste pas moins fondateur de la reconnaissance du régime de l'occupation israélienne en Palestine. 20 ans après cette décision, le 30 décembre 2022, l'Assemblée générale adopte la résolution 77-247, demandant à la CIJ de rendre un nouvel avis consultatif concernant, je cite, « les conséquences juridiques de la violation persistante par Israël du droit du peuple palestinien à l'autodétermination, de son occupation, de sa colonisation et de son annexion prolongée du territoire palestinien occupé depuis 1967, notamment des mesures visant à modifier la composition démographique, le caractère et le statut de la ville sainte de Jérusalem et de l'adoption par Israël des lois et de mesures discriminatoires connexes, ainsi que les incidences des politiques et pratiques d'Israël sur le statut juridique de l'occupation. Les plaidoiries se sont achevées récemment, les mémoires écrits ont également été rendus. La décision de la Cour devrait intervenir dans les tout prochains mois.
Et l'enjeu juridique principal porte sur la question de la permanence de l'occupation militaire israélienne qui s'apparenterait à une annexion du territoire palestinien. En effet, en droit international, une occupation militaire doit être temporaire. Cela implique deux principes. La puissance occupante ne peut acquérir aucun titre de souveraineté sur le territoire qu'elle occupe et elle ne doit adopter aucune mesure susceptible d'engendrer un changement définitif du statut du territoire occupé. Pour la Palestine et de nombreux États et organisations internationales qui ont plaidé devant la Cour, Israël a rendu son occupation militaire du territoire palestinien permanente. Pire encore, il assume de vouloir annexer l'intégralité de la Palestine de 1948, comme le prouvent les nombreuses déclarations de dirigeants israéliens qui prônent la souveraineté israélienne de la mer Méditerranée au fleuve Jourdain. Et pour conclure, à ces déclarations s'ajoute également ce que dit la Palestine dans ses plaidoiries, les politiques de colonisation israélienne qui traduisent la volonté de permanence de l'occupation. Cette politique de colonisation, elle s'est traduite par un soutien financier massif à l'établissement des colonies, à la création de logements pour les colons, à l'exonération de certaines taxes dues par les Israéliens, à la création et à l'entretien de routes réservées aux colons sur des axes stratégiques de Cisjordanie, à la confiscation des terres et à l'exploitation des ressources naturelles des Palestiniens au profit des colons. Maintenant, il appartient à la Cour de rendre un avis consultatif dans les prochains mois. Merci. Merci beaucoup d'avoir respecté, je suis désolée, les directives. J'ai le rôle pas agréable de surveiller. Vous aviez évoqué la question de la colonisation qui est parfois omise, finalement, à laquelle on ne s'intéresse pas. Le droit international n'est pas neutre, comme ça vient d'être dit à cet égard, c'est-à-dire c'est tout à fait interdit de procéder à des pratiques de colonisation, et en particulier lorsque on est l'État occupant. Alors, on va passer à une intervention qui est en ligne. Il s'agit de Taher Labadi, chercheur à l'Institut français du Proche-Orient à Jérusalem, qui va nous parler du sujet « Produire et travailler en Palestine en situation coloniale ». Bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, on vous entend très bien. Super. Bon. Je vous remercie, professeur, de me donner la parole. Pour rentrer directement dans le vif du sujet et profiter du temps qui m'est donné, je dirais que la guerre en cours et l'actualité tragique en Palestine rendent nécessaire l'ouverture d'espaces de débat et de formation comme celui-ci. Et ce doit notamment être la vocation des universités, que de permettre de penser, de comprendre, de dire, de porter un regard critique aussi sur les discours politiques ambiants, et donc aussi s'engager pour ne pas laisser dire et ne pas laisser faire. Et donc je remercie particulièrement les organisatrices et les organisateurs de cette journée d'études pour l'ouverture de cet espace et aussi pour m'avoir invité. Je suis désolé de ne pas pouvoir être parmi vous. Mais donc moi je vais vous parler d'économie palestinienne. Je ne partirai pas de l'actualité, même si évidemment la guerre est venue transformer radicalement les conditions de vie des Palestiniens de la bande de Gaza, mais aussi en Cisjordanie. Nous pourrons y revenir dans la discussion. Mais je commencerai d'abord par vous parler de ce à quoi ressemblait l'économie palestinienne juste avant la guerre, soit en temps presque normal, on pourrait dire, et on pourrait donc une situation qu'on pourrait caractériser comme l'indiquait Abba dans cette introduction à la journée, on pourrait parler de situation coloniale. Donc moi je rentrerai directement dans le sujet en vous parlant d'abord du travail en contexte palestinien, puis s'il me reste un peu de temps, mais je crois pas, et peut-être qu'on laissera ça pour une autre fois ou pour la discussion, vous parler de la production. Le travail palestinien est d'abord et avant tout gouverné par un principe d'exclusion, je dirais. Et la conquête de l'économie est jusqu'en 1948, donc jusqu'à la création de l'État d'Israël, un moyen décisif employé par le mouvement sioniste pour renforcer la démographie juive en Palestine et s'assurer du contrôle des territoires. Or, la formation d'enclaves économiques exclusivement juives trouve son expression très pratique, notamment
dans l'adoption d'un mot d'ordre qui est le Jewish Labor, le travail juif, lequel consiste à encourager les coopératives agricoles qui sont tenues par le mouvement sioniste, puis par extension l'ensemble des employeurs juifs ou même des employeurs britanniques, et donc l'administration du mandat également, à prioriser l'emploi de travailleurs juifs. Et le syndicat juif de l'Histadrout, qui est créé en 1920, va même jusqu'à recruter des gardiens du travail qui se rendent sur les chantiers dans les usines pour intimider les employeurs et les travailleurs et exiger par la menace le débauchage des ouvriers arabes et le recrutement de colons juifs. On retrouve là une caractéristique qui est essentielle du colonialisme de peuplement, qui vise à remplacer la population autochtone par une nouvelle population de colons. Georges Mansour, qui est un syndicaliste palestinien à Jaffa dans les années 30, 1930, raconte dans ses écrits la bataille qui se joue autour du travail et l'activité de son propre syndicat, le syndicat des travailleurs arabes, pour contrer l'exclusion et le chômage de masse parmi les travailleurs arabes. Une exclusion et un chômage qui provoquent, durant toute la période du mandat, d'importants mouvements de grève et de révolte qui sont durement réprimés par les forces armées britanniques et les milices sionistes de l'époque. Ce qui signifie déjà que cette conquête de l'économie est loin de se faire sans violence. Or, cette ségrégation forcée qui permet l'exclusion du travailleur palestinien et qui se traduira éventuellement par la suite par l'expulsion d'une majeure partie de la population palestinienne au moment de la Nakba, cette ségrégation forcée, elle n'interdit pas pour autant, et même peut-être au contraire qu'elle permet, un recours continu à une main-d'œuvre palestinienne qui est moins bien rémunérée que la main-d'œuvre juive et qui se voit attribuer des emplois les moins valorisés. Et à l'époque du mandat déjà, l'expansion d'une économie juive s'accompagne d'une expropriation et d'une confiscation continue des moyens de production. On parle là des terres principalement, mais aussi de concessions publiques accordées par le mandat sur certaines donc, entreprises et même sur les activités commerciales ou industrielles. Cette confiscation des moyens de production est justement en cause dans la transformation des producteurs palestiniens en force de travail qui est disponible et bon marché. Le processus d'expulsion et d'exclusion se prolonge après 1948 et encore après 1967. Et il me semble important de marquer cette continuité, c'est-à-dire qu'on est dans un processus qui est le même donc depuis déjà avant 1948 et qui se poursuit à ce jour. Et donc après 67, à la suite de l'occupation de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, dans une économie israélienne qui est toujours mobilisée par la colonisation et que structure toujours la prévalence accordée à la population juive. À la différence que l'élimination de la population palestinienne autochtone est désormais soutenue par un appareil étatique et se voit systématisée par un ensemble de politiques et de lois. Là encore, la spoliation des terres et la ségrégation des habitants qui n'ont pas été expulsés, donc ceux qui sont restés en Palestine, n'excluent pas une politique d'intégration économique qui vise à tirer parti de cette présence palestinienne. Outre la mainmise sur les ressources naturelles, Israël multiplie les mesures dans l'objectif d'accroître la dépendance économique et ainsi de mieux user à son avantage des marchés de consommation, des capitaux, ou encore, du coup, de la force de travail palestinienne. Cette exploitation-là, elle est régulée après 67 par l'administration militaire, qui délivre des permis de circulation et de travail. Et donc, la présence des travailleurs palestiniens dans l'économie israélienne, elle vient compenser une pénurie de main-d'œuvre israélienne, en fonction de la conjoncture et pour des secteurs d'activité précis. Donc on a des variations comme ça qui se font dans le temps et dans les secteurs d'activité qui sont concernés. Le phénomène prend rapidement de l'ampleur et l'emploi dans l'économie israélienne concerne jusqu'à un tiers de la population palestinienne employée au cours des années 70 et 80, puis se réduit entre les deux intifadas, donc entre la première, puis à Oslo, les accords d'Oslo et la seconde intifada, pour redevenir majeur en Cisjordanie depuis une quinzaine d'années. Début 2023, donc si on prend les chiffres d'avant la guerre, on comptait officiellement 160 000 travailleurs palestiniens, donc c'est environ 20% de la population active employée de ce territoire, de la Cisjordanie, auquel s'ajoutaient environ 50 000 travailleurs employés dans l'économie israélienne sans permis, donc on est à environ 210 000 travailleurs. Donc qui travaillaient dans l'économie israélienne. On comptait également quelques 20 000 travailleurs
en provenance de la bande de Gaza, malgré le blocus. Et il est estimé que le salaire moyen du travailleur palestinien représente entre 50 et 75% de celui d'un travailleur israélien pour le même emploi. De même que cette main-d'œuvre est principalement recrutée pour occuper des emplois non qualifiés ou semi-qualifiés, donc dans les secteurs de la construction, de l'agriculture, de la restauration et l'hôtellerie, et dans les industries à faible intensité de technologie, notamment le textile. Le recrutement de travailleurs plus qualifiés s'accroît ces dernières années, bien qu'à une échelle beaucoup plus réduite, dans les secteurs de la médecine, de l'ingénierie et du high-tech. Et donc, s'il répond d'abord à une logique d'exploitation de la main-d'œuvre autochtone, l'emploi de travailleurs palestiniens s'avère aussi un excellent moyen de policer la population. Avec le temps, l'administration militaire israélienne a fait évoluer son système de réglementation et de régulation du travail palestinien pour répondre à une évolution des besoins économiques, donc ce que je disais, mais aussi à des considérations de sécurité, entre guillemets, et de renseignement. La mobilité de cette main-d'œuvre a ainsi vu le développement des infrastructures et des procédures de surveillance et de contrôle. Donc là, on parle des points de passage, des portiques spécifiques pour les travailleurs, de bases de données numériques de plus en plus développées, des permis de travail et d'enquêtes de sécurité qui sont conduites. À partir de fin 2016, l'administration militaire israélienne met en place un nouveau système dans lequel les travailleurs palestiniens doivent enregistrer leur candidature à l'emploi via une plateforme électronique qui s'appelle Al-Munassaq. Pour s'inscrire sur la plateforme, un travailleur doit remplir un formulaire et renseigner son profil qui fait l'objet qui contient des informations personnelles, mais aussi relatives à son expérience professionnelle. Puis, il fait l'objet d'un contrôle de sécurité afin de pouvoir être mis en relation avec un employeur israélien, obtenir son approbation et, le cas échéant, requérir un permis de travail. On voit qu'il y a un certain nombre d'étapes. Et une fois accordés, ces permis de travail peuvent encore être révoqués à tout moment par les services de sécurité ou encore par les employeurs israéliens. Et donc, on a un encadrement strict de la présence qui finalement est toujours temporaire de ces travailleurs, ce qui est paradoxal parce qu'ils sont bel et bien là et constamment présents. Mais c'est une présence qui est toujours encadrée de façon qui est rendue temporaire. Et c'est justement ce qui rend cette main-d'œuvre à la fois plus disponible et plus disposée au travail. Puisque, évidemment, pour pouvoir reconduire son permis de travail, il faut toujours faire preuve de zèle et accepter la discipline qui est imposée. Mais sauf que la discipline qui est imposée comme ça, elle déborde largement des relations professionnelles et même elle déborde les lieux de travail, puisqu'un travailleur pourra être sanctionné s'il prend part à toute activité syndicale ou politique. Et donc, on a des familles et même des villages entiers en Cisjordanie qui prennent garde à ne pas faire l'objet d'aucune interdiction sécuritaire pour ne pas se voir privés du permis de travail israélien. Les Palestiniens employés dans l'économie israélienne sont ainsi exposés à une précarité, à une discrimination et à des abus. D'après un récent rapport de l'Organisation internationale du travail, le nombre d'accidents de travail et de décès sur les chantiers de construction est considéré comme l'un des plus élevés au monde. Les mauvaises conditions de travail, les activités pénibles et dangereuses et l'absence de protection sociale se conjuguent à des trajets parcourus quotidiennement entre le domicile et le lieu de travail, souvent ponctués de longues attentes sur les points de contrôle israéliens et le risque fréquent de heurts avec l'armée et les colons. Le système de permis que je vous ai décrit a par ailleurs vu l'émergence d'un circuit parallèle dans lequel les travailleurs peuvent se procurer des permis de travail auprès de courtiers intermédiaires. On estime à environ 30 000 le nombre de travailleurs employés en recourant au service de ces courtiers en 2022, moyennant des frais d'environ $650 par mois, ce qui peut constituer jusqu'à un tiers du salaire. Donc un tiers du salaire peut être reversé à ce genre d'intermédiaires. D'un autre côté, on compte, donc je vous le disais, 50 000 travailleurs environ qui sont employés sans permis et sans contrat de travail et qui se rendent donc sur le lieu de travail en contournant la surveillance israélienne. Un phénomène particulièrement important dans les colonies de Cisjordanie. Donc c'est des travailleurs palestiniens qui travaillent dans les colonies. Et cette main-d'œuvre en situation de fraude est tout particulièrement vulnérable et exposée aux abus et aux mauvais traitements. Enfin, une étude récemment publiée par l'ONG Al-Haq rapporte que ces travailleurs perçoivent des salaires plus bas, font des journées de travail plus longues et n'ont souvent aucun jour de congé. Il a aussi été observé que ces travailleurs mènent des activités industrielles ou agricoles intensives et manipulent des matériaux dangereux,
sans bénéficier des équipements de protection, ce qui les expose aux accidents et aux maladies. Cette main-d'œuvre est d'ailleurs en partie constituée d'enfants, estimés entre 500 et 1000, mais on a du mal à avoir des chiffres précis, qui sont tout particulièrement exploités dans les colonies agricoles de la vallée du Jourdain. Là encore, l'absence de contrôle et de protection rend ces enfants particulièrement vulnérables aux abus et aux mauvais traitements les plus graves, et donc menace directement leur intégrité et leur santé. Je m'arrête là peut-être pour laisser... vous avez je 2 sais pas où j'en minutes suis de pour mon temps. conclure, si vous souhaitez. Ah, pardon. Il m'entend pas? Ou alors je prends encore 5 minutes pour vous parler de production, mais je vous entends pas, donc Alors, je sais pas... C'est bon? Oui, alors désolé, on n'avait pas le son. Non, 5 minutes ce sera trop, mais 2 minutes pour conclure, oui. Non, mais du coup, non, mais je m'arrêterai là. Alors, c'était les 5 minutes, c'était pour vous parler un peu plus des conditions de production, en fait, et de ce que signifie. Mais je peux faire ça Ou dans la rapidement si discussion. vous voulez. Ah, ou si vous avez 2 minutes, si 2 minutes vous suffisent pour nous dire quelque chose, sinon éventuellement dans la discussion comme vous préférez. Mais alors, je laisse ça pour la discussion, et puis comme ça, je laisse la place aux autres. D'accord, Je vous remercie. merci beaucoup. Merci, je peux? Merci beaucoup, Monsieur Labadie. Ce que vous nous avez dit m'a rappelé toutes les difficultés qu'il y a eu en matière économique avec le fait qu'Israël commerçait avec d'autres États en utilisant les produits issus des territoires palestiniens occupés. Et ça, c'est absolument interdit. Encore une fois, par le droit international humanitaire, par le droit de l'occupation. Et l'Union européenne, par exemple, elle a été condamnée pour ça par la Cour de justice et elle a dû modifier le contenu de ses accords avec Israël et conclure un accord avec l'autorité palestinienne et exclure effectivement des produits liés au commerce avec Israël, les produits issus des territoires palestiniens, puisque l'occupant ne peut utiliser, exploiter les ressources naturelles qu'en faveur de la population du territoire occupé, ce qui n'était manifestement pas le cas. Alors, on va passer tout de suite à l'intervenante suivante. Il s'agit de Souha Mansour, qui est pédopsychiatre, responsable du centre médico-psychologique de Saint-Ouen, service de pédopsychiatrie du centre hospitalier de Saint-Denis et ancienne responsable de l'Union de santé mentale de la Bethlehem Arab Society for Rehabilitation en Palestine. Et elle va nous parler, là on va en venir à la dimension peut-être un peu plus individuelle, bien qu'elle touche évidemment énormément de personnes, de la question de la santé mentale en occupation. Merci, je vais essayer d'être brève et de respecter les 15 minutes, donc je mets mon chronomètre aussi. Alors, lorsque je travaillais en Palestine, j'insistais beaucoup sur le fait qu'on ne pouvait pas réduire l'état psychique de la population à celui d'une population traumatisée et que dans notre travail, nous soignons également une souffrance psychologique comme on la trouve partout ailleurs, en dehors des contextes de guerre ou d'occupation. Il me semblait alors qu'il était important d'aborder la question de la santé mentale sans rendre le contexte responsable de tous les maux psychiques que nous côtoyons dans notre quotidien. Et je parlais beaucoup de l'autisme infantile, des enfants en situation de handicap ou du travail que nous tentions de mettre en place avec nos collègues pour développer la santé mentale en Palestine, malgré un nombre limité de psychiatres pour une population dont à peu près 50% à moins de 18 ans. Mais on ne peut pas faire abstraction de ce contexte, et aujourd'hui, moins que jamais. Jusqu'à il y a quelques mois, nous vivions une situation de tension chronique caractérisée par des épisodes de crise avec des tensions extrêmes ou des guerres ponctuelles, et alternant avec des phases de calme relatif. Et je mets calme relatif entre guillemets. Et actuellement, la crise se chronicise et l'issue n'est pas connue. Aujourd'hui, nous pouvons parler de calme relatif, entre guillemets, en Cisjordanie,
en comparaison avec la situation sans précédent à Gaza. Mais dans les deux cas, il y a des effets collectifs sur le psychisme de la population et des effets plus individuels lorsque des enfants ou des adultes sont confrontés à des situations de stress intense répétées. Et on ne peut que se demander comment les enfants vont grandir et se construire sereinement face à des perspectives de paix qui semblent pour le moment impossibles à imaginer, mais que l'on doit continuer à rêver. La situation est donc préoccupante dans l'ensemble des territoires palestiniens, avec des conséquences possibles sur la psyché du fait de plusieurs facteurs. Bien entendu, il y a la question de l'intégrité physique qui est omniprésente. Blessures ou morts lors des invasions de l'armée ou des attaques des colons, ou bien entendu du fait des bombardements. La mort réelle ou fantasmatique est présente. À Gaza, la mort n'épargne aucune famille. Chaque individu se demande s'il sera le prochain sur la liste. Il n'y a aucun échappatoire possible. Et puis, si on ne meurt pas du fait des bombardements, on meurt par l'absence d'accès aux soins. Toutes les maladies chroniques, les cancers non traités, les insuffisants rénaux non dialysés, toutes les maladies infectieuses, la dénutrition, etc. Et puis, un nouveau terme est apparu à Gaza, le WCNSF, Wounded Child, No Surviving Family, enfant blessé avec aucune famille qui a survécu. Les survivants vivent des deuils répétés, sans pouvoir non plus passer par le processus habituel du travail de deuil, du fait même de leur répétition ou aussi de l'absence des corps qui sont restés ensevelis sous les décombres. Et sans oublier les survivants blessés, amputés d'un ou plusieurs membres, présentant une douleur physique intense sans avoir accès à des traitements antalgiques suffisants. Si les habitants de Cisjordanie ne vivent pas dans ces conditions de guerre comme à Gaza, ils vivent cette guerre par procuration, en regardant les médias arabes qui diffusent des images insoutenables répétées, se sentent coupables d'être davantage à l'abri et craignent aussi que la situation ne s'embrase dans le reste du pays. D'autres facteurs, bien entendu, vont avoir un effet sur le psychisme de la population, la destruction des infrastructures, tout ce qui est relié à la vie et à la possibilité de penser l'avenir, les bouclages, les divisions du territoire par le mur qui morcellent l'horizon géographique avec des territoires séparés les uns des autres, soumis à des politiques aussi d'occupation différentes, la situation économique, l'enfermement, Gaza, prison scellée à ciel ouvert, et maintenant on parle de cimetière géant d'où on ne peut échapper. La Cisjordanie, moins hermétique, mais encerclée par des hauts murs, où les déplacements entre les villes et les villages sont difficiles. Il y a la question de la dépendance. La population dépend de l'autre, occupant, de son bon vouloir. L'imprévisibilité. On ne sait jamais à quoi s'attendre. On n'arrive pas à s'appuyer sur des repères fixes. Tout est aléatoire. Le rapport à la temporalité et à la frustration. Les Palestiniens ont toujours passé beaucoup de temps à attendre au checkpoint. La traversée des checkpoints est source de peur, d'humiliation et de frustration. On passe aussi beaucoup de temps à attendre un permis pour se rendre à Jérusalem ou en Israël sans certitude de l'obtenir. À noter que depuis le 7 octobre, il n'y a pratiquement plus de permis octroyés pour se rendre en Israël. En bref, le temps est associé à l'incertitude, au danger, à la frustration et à la colère. Et puis, le tissu social n'a plus la même fonction de contenance. Lorsque je parlais de la situation il y a quelques années, j'insistais sur le fait que nous pouvions, en tant que Palestiniens, s'appuyer sur les réseaux familiaux, sur la solidarité de la société. En cas de crise, très rapidement, la société palestinienne se mobilisait pour soutenir les victimes. Mais surtout, la famille élargie était présente et sa présence permettait de contenir la souffrance et d'accompagner les survivants dans leur deuil. Cet étayage social est complètement mis à mal à Gaza, avec des familles élargies entières qui sont décimées. Alors que penser lorsque enfants ou adultes vivent une expérience quotidienne d'une frustration qui ne s'apaise pas? Au contraire, elle s'amplifie, elle fait partie des expériences quotidiennes de tous et ne peut être métabolisée correctement. Quels sont les effets psychiques lorsque la réalité externe est menaçante à tout moment? Quels sont les effets sur le développement des enfants quand les parents ne sont pas disponibles psychiquement pour les accompagner et les aider à grandir? Quels sont les effets des traumatismes répétés qui se transmettent d'une génération à une autre? Comment gérer une inquiétude permanente, insidieuse, dans un contexte de discontinuité et de morcellement qui menace nos capacités à nous sentir entiers psychiquement? Alors comment tout cela se manifeste-t-il dans le quotidien? Il y a bien entendu un mal-être général, parce qu'en dehors des pathologies mentales à proprement parler, nous notons des effets plus collectifs. Il ne s'agit pas de symptômes particuliers, mais d'un mal-être qui touchera les uns et les autres de manière plus ou moins importante. Sentiment d'impuissance, manque de motivation, passivité, colère sourde, une forme de désespérance.
Dans la vie quotidienne, nous voyons par exemple comment les adultes ainsi que les enfants sont devenus plus impulsifs. On a tendance à mettre en acte la colère, on ne pense plus. On met en scène les sentiments et les affects sans avoir la possibilité de les symboliser autrement. Et puis, il y a bien entendu la possibilité d'une majoration de troubles psychiatriques chez des patients qui présentent des pathologies psychiatriques. Et actuellement, l'hôpital psychiatrique à Gaza, par exemple, n'est plus fonctionnel et les malades chroniques n'ont presque plus accès ou n'ont plus accès aux traitements médicamenteux. Et puis, il y a la possibilité ou l'augmentation des risques d'entrée dans la pathologie, surtout si on a un terrain fragile dû à d'autres problématiques intrapsychiques. Mais on ne peut pas généraliser et dire que la réalité externe influe de manière collective sur la population de la même façon. Les conséquences diffèrent d'un individu à un autre en fonction de l'histoire de chacun, de son âge, des liens intrafamiliaux, des contextes traversés, et on ne peut pas pathologiser toute réaction psychique à la situation. Il est normal de réagir. L'expérience montre que les êtres humains ont la capacité interne de faire face à des situations traumatiques et que pour une majorité d'entre eux, les symptômes aigus qu'ils ont pu présenter durant la période de crise vont disparaître et seul un petit pourcentage continuera d'expérimenter des signes de détresse psychologique sévères qui vont persister et qui vont apparaître de manière retardée. Et quand les événements traumatiques sont violents et multiples, ils débordent les capacités défensives des enfants qui en ont été victimes ou témoins. La brutalité des événements est majorée par le sentiment que l'impunité est totale. Les enfants manifestent des symptômes que l'on retrouve dans le diagnostic des troubles du stress post-traumatique chez l'enfant, même si en Palestine, on n'emploie pas ce terme. Parce que lorsqu'on parle de troubles du stress post-traumatique, le trauma est censé être passé, il est censé avoir lieu une seule fois. Or, dans le contexte palestinien, nous sommes dans une situation de chronicité et de trauma répété. On sait que dans les situations de guerre, les enfants réagissent de manière très différente. Certains enfants peuvent rester longtemps en retrait et en silence. D'autres sont très agités. Ils racontent les événements qu'ils ont vécus de manière répétée et nous les voyons actuellement souvent dans les vidéos sur les réseaux sociaux des enfants de Gaza. Les événements, souvenirs et reviviscences débordent le psychisme de l'enfant qui, pour y faire face, les externalise. Les narrations peuvent être chaotiques. Il n'y a ni début ni fin. La temporalité n'est pas respectée et les souvenirs que les enfants déposent sont morcelés et surtout privés des affects pour être contenus et exprimés. Les enfants peuvent être bloqués dans une pensée opératoire, utilisée inconsciemment comme une défense face au risque d'un effondrement dépressif. Nous pouvons aussi observer des états d'absence où l'enfant se déconnecte de ce qui se passe et semble être dans un autre monde. On repère par ailleurs des symptômes variés, des troubles du sommeil, anxiété de séparation, régression du développement, retard de développement, troubles de l'alimentation, syndrome dépressif et j'en passe. Bien entendu, la présence ou l'absence des parents influence la capacité des enfants à faire face au trauma. Le jeune enfant est, du fait de son immaturité psychique, à la merci de ses éprouvés. Il ne peut pas avoir recours à l'intellectualisation, telle que le ferait un sujet adulte. Il va donc éprouver l'événement traumatique sensoriellement dans son corps. L'appareil psychique du parent est le premier facteur de protection de l'enfant. Or, nous savons que tout contexte, comme la situation actuelle, peut entraîner une fragilisation de l'étayage parental. Certains parents, eux-mêmes dépassés ou indisponibles affectivement, ne peuvent pas assurer leur fonction de soutien, là où d'autres arrivent à la maintenir, et les enfants, à ce moment-là, seront plus à risque de développer des troubles. Alors, quelle réponse ? On sait qu'une des solutions afin d'aider à minimiser l'impact psychologique d'une telle situation est politique. En attendant, la question qui se pose est comment, malgré tout, garder un espoir et qu'est-ce qui va permettre à la population palestinienne de continuer à vivre et à construire des projets ? Les réponses ne sont pas les mêmes en temps de crise et en temps normal. Les Palestiniens ont connu tellement de crises qu'ils ont tenté de développer au fil des années, au sein de sociétés civiles, des actions de prévention et du point de vue des politiques de santé, des stratégies visant à promouvoir le développement des enfants. Lorsqu'on parle du contexte palestinien, on évoque souvent les facteurs de résilience collective présents chez la population, en plus des ressources psychiques internes propres à chacun. Solidarité collective, système familial contenant et qui porte les membres de la famille fragilisés par la situation. Cette enveloppe familiale contenante, mise à mal actuellement, aussi bien à Gaza qu'en Cisjordanie, avait une fonction de holding qui pouvait jouer un rôle de parexcitation par rapport à l'environnement. Les liens sociaux, le système encore traditionnel de la société palestinienne, attaché à ses cultures et ses traditions,
permettait de maintenir le lien social qui fait étayage et qui est structurant. Tout cela est en danger, mais la mémoire collective transmise de génération en génération, la narration de l'histoire du peuple palestinien sous différentes formes, musique, chant, danse, écrit, théâtre, cinéma, le fait de marquer les différents événements dans l'histoire, la fierté de s'affirmer en tant que Palestinien, sont aussi des facteurs qui permettent de mieux structurer la vie psychique des gens. Beaucoup de programmes ont été mis en place pour mobiliser les ressources internes de chacun, les ressources familiales ou celles du groupe ou de la communauté. Et ce travail est effectué à plusieurs niveaux. Un niveau global de prévention, on a vu des multiplications des espaces d'expression, de jeu pour les enfants, un travail auprès des enfants et des familles en souffrance psychologique. Et puis, il faut aussi se protéger soi-même en tant que professionnel, tenter de se dégager en tant que thérapeute de la réalité externe pour pouvoir entendre la souffrance des autres. Cela se fait souvent par des groupes de supervision entre professionnels ou avec des professionnels à l'étranger. Et bien entendu, témoigner du travail qui est effectué, témoigner de la situation de la population. À Gaza, parler de tout cela semble un peu vain. On ne peut pas parler d'étayage actuellement. On est en situation de catastrophe où les besoins de base ne sont pas assurés. Quels soins proposer en situation de crise lorsque personne n'est à l'abri? Peut-on proposer des prises en charge psychologiques en urgence alors qu'on peut mourir à n'importe quel moment? Dans les images ou les vidéos sur les réseaux sociaux, on voit souvent de jeunes adultes organiser des activités pour les enfants dans les zones où tente de se réfugier la population. On organise des jeux collectifs, certains adultes se déguisent, font de la musique, on voit des enfants sourire. Il faut à tout prix aider les enfants à sentir que la vie vaut la peine d'être vécue. Que faire avec les adultes? Comment les aider? Je citerai un extrait de la lettre envoyée par le docteur Samah Jaber, qui est responsable de la santé mentale au ministère de la Santé en Cisjordanie, et qui écrivait aux collègues de Gaza en novembre 2023. Conservez les récits des vies des gens, leurs rêves, et protégez-les autant que vous le pouvez. Conservez l'histoire personnelle de toutes ces personnes, leur humanité et leur grand courage face à la profanation, et conservez l'histoire et le droit des Palestiniens face à la tyrannie. Mémorisez les récits des gens et leurs rêves, archivez-les autant qu'il vous est possible. La mémoire des récits et histoires individuelles est ce qui préserve l'humanité de chacun et sa dignité face à la disgrâce. Ce sera dans l'après-coup, une fois que la guerre aura cessé et que les blessures physiques auront été prises en charge, qu'on pourra s'occuper de la souffrance psychique dans de meilleures conditions. Et tout le monde va se précipiter pour la énième fois pour prendre en charge les enfants traumatisés. Jusqu'à quand y aura-t-il des après-coups? Malgré tout, nous devons nous forcer à maintenir l'espoir que les enfants garderont une force psychique intérieure qui leur permettra de vivre leur enfance le plus sereinement possible et de grandir dans les meilleures conditions afin de devenir des adultes responsables, porteurs d'un espoir de paix, sans haine et sans désir de vengeance. Merci. Merci beaucoup pour cette très belle intervention et quand même un petit mot d'espoir final, même si, bon... ce qui me paraît assez impressionnant dans ce que vous avez dit, c'est ce découpage en période soi-disant normale, et encore, comme vous l'avez dit, si on peut parler de ça normal, la période de l'occupation, de crise et catastrophique en ce moment, et du fait qu'il n'y a pas de respiration, finalement, pour prendre le temps long de la reconstruction. Mais bon, on y viendra sûrement dans les discussions. On va écouter maintenant notre dernière intervenante de la table ronde, Asia Zaino, j'espère que je n'ai pas massacré votre nom, très bien, qui est doctorante en histoire et anthropologie à l'INALCO et qui va nous parler, elle, de la prison et des femmes, plus précisément transformer la prison en laboratoire de pédagogie critique, la résistance des prisonnières politiques palestiniennes dans les prisons israéliennes. C'est bon? Là, c'est bon. Bonjour et merci aux organisatrices et aux organisateurs. Je vais essayer de me tenir aux 15 minutes et du coup, je vais rentrer dans le vif du sujet.
Donc, la question des prisonniers et des prisonnières politiques représente un enjeu central dans les rapports de domination coloniale qui structurent le quotidien des Palestiniens et des Palestiniennes. La surveillance, l'arrestation et l'enfermement d'un grand nombre de Palestiniens et Palestiniennes sont au cœur de la stratégie coloniale du contrôle de la population des territoires occupés par l'État d'Israël. La prison israélienne n'est pas seulement une institution d'enfermement, mais comme l'ont montré plusieurs travaux, dont ceux de Lina Meari, c'est aussi un laboratoire où l'on teste les techniques coloniales modernes de domination et où l'on conçoit les conditions matérielles, les formes de gestion et les méthodes de traitement qui visent à soumettre les Palestiniens et à mettre fin à leur résistance anticoloniale. Donc, à travers le système carcéral et la justice militaire, la colonisation israélienne a tissé dans les territoires occupés ce que Stéphanie Lattabdallah a qualifié d'étoile carcérale, qui consiste en une potentialité carcérale, donc un ensemble de dispositions juridiques qui permettent d'arrêter un grand nombre de Palestiniens, hommes, femmes et enfants, à partir de l'âge de 12 ans. Depuis 1948, plus d'1 million de Palestiniens ont été emprisonnés par les autorités israéliennes. Donc, loin d'être une expérience marginale, la prison est une expérience commune et partagée par la majorité de la population. En Palestine, dans chaque famille, on peut trouver minimum un prisonnier parmi ses membres. Et c'est dans ces contextes que, à partir des années 70, s'est créé, structuré le mouvement des prisonniers et prisonnières palestiniennes au sein des prisons israéliennes, où la détention est redéfinie comme un espace de lutte, un lieu de formation culturelle et d'élaboration politique. Donc, dans mon intervention, je vais essayer d'analyser les stratégies mises en place par les différentes générations des prisonnières palestiniennes pour résister au pouvoir disciplinaire du système carcéral et transformer la prison en laboratoire, en espace de formation politique et culturelle. Je vais donc d'abord présenter rapidement le mouvement des prisonnières politiques palestiniennes et après je vais me concentrer sur les formes d'autoformation. Donc, malgré leur participation active dans la résistance contre la colonisation, les femmes palestiniennes ont été moins visées que les hommes par les campagnes d'arrestation et elles n'ont jamais été plus d'une centaine à être enfermées en même temps. Néanmoins, depuis 1967, environ 17 000 femmes sont passées par les prisons israéliennes. Tout étant influencé par la réalité politique extérieure et les dynamiques qui traversent le mouvement des hommes prisonniers, le mouvement des femmes s'est développé de manière assez indépendante en lien avec les conditions spécifiques vécues en prison. Les femmes sont souvent moins nombreuses et plus isolées à la fois du reste du mouvement et de l'extérieur que les hommes, et elles sont détenues dans une même prison pour la plupart. Donc, pour la plupart du temps, cela a permis une organisation plus transversale, qui dépend moins des appartenances aux différents partis, à différence des hommes qui sont répartis dans les prisons selon les différentes appartenances politiques. En plus, le fait que lors de chaque échange, les femmes soient prioritaires, quel que soit le parti qui est à l'origine de l'échange, d'une certaine façon rend plus difficile la transmission des mémoires carcérales et des pratiques carcérales chez les prisonnières parce que à chaque échange, la majorité des prisonnières sortent et donc le mouvement doit se restructurer depuis le début en s'appuyant sur certaines figures des prisonnières qui portent la mémoire du mouvement. Depuis 1948, plusieurs générations de prisonnières palestiniennes se sont donc succédées dans les prisons israéliennes. Les premières générations, donc celles des années 70, étaient peu nombreuses et réunies dans une même prison. Elles ont commencé à s'organiser en rejoignant certaines grèves lancées par le reste du mouvement des prisonniers, mais aussi en menant des luttes propres à elles, à leurs conditions spécifiques, et notamment des grèves qui revendiquaient la séparation des prisonnières juives des droits communs et la revendication de leur statut de prisonnières politiques, et des grèves pour refuser l'imposition des travaux à profit de l'occupation imposés par l'administration pénitentiaire. En 1979, un premier échange fait sortir la plupart des prisonnières, notamment celles qui étaient les représentantes des prisonnières, et pousse donc celles qui restent à restructurer, à réorganiser le mouvement avec toujours les mêmes demandes de la génération précédente. En 1985, il y a un autre échange qui, à nouveau, permet la sortie d'une grande partie des prisonnières, mais aussi donc l'effacement des victoires obtenues jusque-là.
Les années 80 voient aussi une augmentation des arrestations des femmes et des hommes et des enfants et de tout le monde, en particulier pendant la première intifada. Et donc les femmes à ces moments sont beaucoup plus nombreuses, elles appartiennent à des profils aussi très différents dans la société, et elles commencent à s'organiser selon leur appartenance politique, mais cela n'empêche pas d'obtenir une victoire suite à 16 mois de grève, dans lesquelles les femmes s'organisent de façon transversale, et elles arrivent à obtenir la libération de toutes les femmes prisonnières, parce qu'elles refusent d'être libérées s'il ne s'agit pas d'une libération totale. Et donc, suite à 16 mois de grève, elles obtiennent en 97 la libération de toutes les femmes. Cette victoire, qui est considérée par toutes celles qui l'ont vécue et qui ont participé comme un tournant de l'histoire du mouvement, est très peu connue par les générations successives et peu citée dans les institutions qui s'occupent des prisonniers et des prisonnières palestiniennes. Suite à cette libération, les arrestations évidemment reprennent et redeviennent massives lors de la deuxième intifada. À cette époque, et le nombre de militants du Hamas et Djihad islamique augmente, qui rentrent en prison augmente, en modifiant les équilibres à l'intérieur du mouvement des prisonniers. Et le mouvement des femmes prisonnières peine à se réorganiser, mais s'appuie malgré tout sur la figure de certaines prisonnières charismatiques qui avaient déjà connu la prison auparavant. En 2011, l'échange avec Gilad Shalit, le soldat israélien Gilad Shalit, permet la libération de la plupart des prisonnières, sauf 4 détenus qui sont des prisonnières de 48, donc avec la citoyenneté israélienne. Et donc, après cette libération massive, de plus en plus de femmes moins organisées, moins politisées rentrent en prison, souvent très jeunes, accusées d'actes de résistance isolés. Et donc, l'organisation interne du mouvement a été affectée, mais au même moment, l'arrivée de certaines militantes politiques et associatives et d'étudiantes universitaires, notamment de l'université de Birzeit, mais pas que, arrêtées par leur activité syndicale, permet des rencontres entre des prisonnières de classes, origines et horizons différents, et le retour à une réorganisation unifiée et collective. Donc, malgré les changements et les ruptures traversées par le mouvement des prisonnières, la plupart des femmes rencontrées, avec toutefois des importantes exceptions, présentent l'expérience des prisons comme émancipatrice et donc comme un lieu où, malgré la torture et les violences extrêmes, elles ont pu développer des savoirs et des compétences, elles ont renforcé des engagements politiques et acquis une formation culturelle et intellectuelle. Ce qui m'amène à ma deuxième partie. Ça va Donc, à ma deuxième partie sur les formes d'éducation et de pédagogie au sein du mouvement des prisonnières. Donc, la vie culturelle en prison a joué un rôle clé dans la socialisation et la structuration du mouvement des prisonniers et des prisonnières palestiniennes. Avant les accords d'Oslo, les programmes culturels étaient construits sur plusieurs niveaux pour développer les connaissances historiques, littéraires et politiques des prisonnières. Donc, il y avait des cours d'alphabétisation pour toutes les femmes analphabètes, des sessions de lecture collective, d'analyse de textes. Les prisonnières partageaient leur savoir et leur savoir-faire dans le principe vraiment, comme le disait une détenue, qu'il était interdit de ne pas transmettre son propre savoir aux autres. Et donc, en plus de cours, il y avait des sections de lecture, des séances de discussion sociopolitiques et des commentaires des livres rentrés clandestinement. Les prisonniers écrivaient également de la poésie, des romans, des pièces de théâtre qu'elles jouaient ensuite. Et elles partageaient aussi des savoirs pratiques comme la broderie, les soins infirmiers, la médecine traditionnelle pour soigner les blessures des autres prisonnières. Donc, après les accords d'Oslo, la formation en prison s'affaiblit, reflétant la période de déstructuration du mouvement des prisonnières et aussi du mouvement de résistance palestinien. Mais malgré cela, des formations ont subsisté, souvent plus individuelles que collectives, parce que ce système pédagogique est très sensible au profil des détenus et des femmes incarcérées à différentes périodes, et donc reflète l'organisation interne du mouvement. Donc, dans les 10 dernières années, par exemple, la présence de figures telles que Khaleda Jarrar, militante d'envergure de la gauche palestinienne, a joué un rôle déterminant dans la restructuration du système pédagogique,
Et grâce aussi, avec l'aide de plusieurs étudiantes des Birzeit, elles ont pu créer 3 formations clandestines reconnues par le ministère des Prisonniers et de l'Éducation, le passage du bac, une formation en droit international et une licence en travail social. Toutes ces formations organisées ont lieu dans une confrontation constante avec l'administration, et c'est cette confrontation qui renforce la détermination et l'action des prisonnières. Je cite: quand ils ont fermé notre classe, on s'est mis en grève. Quand ils ont confisqué nos stylos, nous avons utilisé des crayons de couleur. Quand ils ont pris notre tableau, nous avons utilisé une fenêtre en plexiglas qu'on transportait en douce d'une pièce à l'autre. Ça demandait un grand effort de préparation pour continuer à faire nos activités malgré la répression et le contrôle des gardiens. C'était une forme de défi et de résistance. C'était cela qui donnait une valeur ajoutée à l'éducation. Étudier, c'est une forme de désobéissance, une résistance dont on pouvait être fier. Et donc, les conditions matérielles de vie en prison constituent un enjeu fondamental dans les combats des prisonnières pour leur droit à la formation. Tout le système, enfin, l'éducation en prison est une action collective, dans le sens où même celles qui ne participent pas directement, qui n'étudient pas directement, participent à cette action collective de formation, à la fois en recopiant constamment les livres et les manuels pour les protéger en cas de confiscation, et en créer plusieurs exemplaires, en cachant sous les habits des prières les cahiers, les stylos et les recherches pour les faire sortir et les faire valider par les ministères dehors. Et les familles aussi participent à cette action en faisant rentrer des livres avec les couvertures changées. Donc, en général, souvent on entend en Palestine la phrase « nous avons transformé la prison en université, en école ». Et pour autant, ma recherche, et en particulier les échanges et les réflexions des prisonnières, m'amènent à m'interroger sur la façon dont les systèmes pédagogiques en prison, au-delà d'être une simple transposition du système éducatif qui existe dehors, a pu prendre à certaines époques la fonction d'un laboratoire de pédagogie critique et libératrice. Layan Kayed, étudiante de sociologie, incarcérée 16 mois en 2020, puis l'année dernière et à nouveau depuis avril 2024, elle faisait partie du comité éducatif, donc le comité de prisonnières qui préparait les programmes, les programmes éducatifs. Et elle raconte comment le comité avait lu les ouvrages de Paulo Freire, et elle ne l'avait pas seulement lu, elle avait mis en pratique. Elle considère l'expérience d'apprentissage en prison comme un processus d'éducation dialogique et horizontale. Et je cite Layan, est-ce que je peux savoir combien de temps me reste ? D'accord. Donc, je cite quand même Layan. Dans un lieu de siège et de privation, on a mis en place une éducation de libération plus puissante que dehors, où le modèle d'éducation est celui de l'éducation bancaire. Cette expérience nous a vraiment permis de repenser l'éducation comme une opération horizontale et transformative basée sur le dialogue et le partage, de mettre vraiment en pratique l'éducation comme résistance. En prison, par nécessité, on recrée les matériels de cours à partir de ce qu'on trouve, livres, anciens journaux, émissions radio, connaissances personnelles. On repense et on redéfinit l'ensemble des contenus du cours à partir de la réalité du terrain. C'est une pédagogie de la liberté. Donc l'éducation n'est pas seulement une façon d'acquérir un diplôme ou des connaissances, mais c'est vraiment une arme de conscience critique qui permet de faire face aux oppressions. Donc 2 minutes. L'importance de ce processus d'apprentissage en prison ne se limite pas seulement aux cours et aux diplômes que les détenus peuvent obtenir. La prison est aussi un lieu d'apprentissage politique et des constructions personnelles et idéologiques, parce que l'exposition à des discussions, des débats avec des femmes très variées, ainsi que la variété des positionnements politiques rencontrés en prison, ont eu des conséquences variées pour les détenus. Certaines ont consolidé leurs convictions politiques, d'autres ont changé, sont passées à d'autres partis, d'autres ont appris comment négocier avec les avis différents, justement grâce à l'expérience des prisons. Beaucoup de femmes se politisent aussi à travers les lectures, au contact avec les autres, mais également en participant à l'organisation interne de la prison et aux formes de lutte contre les autorités carcérales. Et le rôle assumé par les femmes dans les différents comités sont le résultat d'un apprentissage et d'une transmission des pratiques. Et par exemple, Amal, qui a passé 7 ans en prison, racontait de comment la représentante des prisonnières
elle m'a expliqué comment fonctionnait le système des prisons. Elle m'a dit que chaque cellule avait un responsable, mais que pour l'instant, je n'avais pas les compétences. Elle m'a dit, je vais t'envoyer dans une autre cellule pour que tu apprennes ce que ça veut dire d'être responsable des cellules. Comme ça, vu que tu risques de rester de nombreuses années, tu pourras cumuler de l'expérience et les devenir. Et petit à petit, Amal, elle a commencé, donc elle est devenue représentante des cellules, et puis sa carrière militante en prison, elle est devenue vice-représentante des prisonnières. Donc, je n'ai pas le temps de parler de la suite, qu'est-ce qu'on en fait de cette formation une fois sortie dans la société palestinienne. Je vais juste conclure avec 1 minute. C'est bon. On me dit qu'on n'est pas du tout en retard. Du coup, donc on laissera quand même pas mal de temps aux questions aussi pour les autres intervenants que j'ai coupé un peu plus vite. Mais du coup, on veut... voilà. Oui, mais... Okay. D'accord. Alors, qui ne se transforme pas en 10 minutes, sinon c'est vraiment injuste. Mais... Oui, non, 2 minutes. Donc, je finis. Donc, la formation en prison est aussi l'occasion de questionner les rapports sociaux de genre par les prisonnières. Les programmes pédagogiques des prisons intègrent la question des formes de domination aussi bien par l'occupant israélien que dans la société palestinienne. Et donc, plusieurs participantes décrivent la période de détention comme un moment de réflexion sur la lutte nationale, autant que sur leur position dans la société et dans le projet de libération nationale. Pour Khaleda Jarrar, enseigner les droits internationaux aux prisonnières et leur permettre d'obtenir un diplôme renforce l'agency de ces femmes et leur capacité à défendre leurs droits, et ceci dans un but à la fois social et féministe. En apportant une formation concrète aux femmes palestiniennes et en élargissant les champs du possible, elle entend lutter contre ce qu'elle définit comme une double oppression des jeunes femmes, due principalement à la colonisation, mais aussi je cite, à notre société patriarcale. Et certaines femmes qui venaient d'un contexte social ou familial difficile ont par exemple pu trouver en prison du soutien après les autres femmes. Elles ont pu conscientiser les violences de genre et les rapports de domination qu'elles vivaient et s'armer pour essayer de les changer. Ahed, par exemple, elle me disait qu'avant son arrestation, à l'âge de 16 ans, son combat politique était essentiellement nationaliste, mais c'est à travers les lectures conseillées par d'autres prisonnières et les longues conversations qu'elle a compris l'importance de lutter sur plusieurs fronts. Et elle dit, avant de rentrer en prison, c'est en prison que j'ai compris que j'étais ciblée par l'occupation en tant que palestinienne, mais aussi en tant que fille, que femme. Et donc, pour conclure, là, 50 secondes, malgré tous les freins en prison et après la prison, l'expérience des cours, les sections de lecture collective, les discussions et les débats, les transmissions des savoirs et savoir-faire, tout comme l'isolement de l'extérieur et des normes sociétales et parfois familiales, ont permis des prises de conscience et une organisation autonome qui ont souvent mené les prisonnières, avec d'importantes variations selon les périodes et les milieux dont elles sont issues, à remettre en cause les formes de domination existantes et à s'imposer comme des actrices de lutte au sein de la prison et en dehors. Tout cela a été obtenu, ce n'est pas des concessions, et tout cela a été obtenu au prix des lourds sacrifices de corps, de vie, d'affect, de santé mentale et physique de ces femmes détenues. Depuis le 7 octobre, les prisonnières palestiniennes, comme les hommes prisonniers, se trouvent dans des conditions extrêmement difficiles, inhumaines, qui entravent encore davantage leur capacité d'organisation et d'action. Néanmoins, l'histoire du mouvement des prisonniers et des prisonnières montre que face à toute nouvelle technique de domination, de torture et de gestion de la population carcérale mise en place par l'État d'Israël, il y aura toujours de nouvelles formes de résistance, accompagnées d'anciens et nouveaux moyens de lutte créatifs et variés qui émergent dans les prisons et en dehors. Merci. Désolée. Merci beaucoup. J'ai lu attentivement votre papier qui était passionnant et j'ai trouvé qu'il y avait 2 éléments vraiment très intéressants auxquels je n'avais jamais pensé. Le caractère très émancipateur, comme vous l'avez dit, finalement, de ces rencontres en prison et parfois la difficulté dans les témoignages à sortir, c'est-à-dire à retrouver un équilibre en liberté qui est assez surprenant. Et l'autre chose que vous avez à nouveau évoquée, c'est le caractère aussi qu'on imagine émancipatoire de l'apprentissage du droit international. Ça, pour des internationalistes, ça peut paraître plus surprenant. On est peut-être habitué à être un peu plus cynique en réalité sur la valeur du droit international.